Donc, c'est parti pour le corrigé du TD 3.2, exercice numéro 5. Voilà, voilà. Ah oui, aussi, dernière petite chose, si vous voyez que je vais trop vite pour vous, vous me le dites et je ralentirai. De même, si vous constatez qu'il y a quelque chose de mon enseignement qui ne fonctionne pas, vous me le dites également. N'hésitez surtout pas à ce niveau-là. Ah, j'avais pas fait le corrigé ici. Bizarre. Je pense avoir fait le corrigé. Je regarde ce que j'ai mis à côté. Ok, tant pis. On va le faire ensemble. Bon, donc calculer la résistance interne R du moteur. Ici, vous avez fait comment? Personne? La réponse est plutôt simple, hein. Si on ressort le cours sur le moteur continu et qu'on cherche les bonnes formules, donc ici, par exemple, on a un exemple de formule et ici, on a un schéma sur lequel on peut apposer les formules. On remarque qu'une des formules qui peut nous être utile, c'est une des formules comme celle-ci, par exemple. On va voir. Calcule la résistance interne. Donc, d'un côté, on a la tension, on a l'ampérage, on a même 2 ampérages. Un moteur à courant continu à aimant permanent, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'inducteur, est alimenté sur une tension constante de 12 volts. 12 volts sera forcément là. Lorsqu'on maintient l'arbre du rotor, la force électromagnétique est nulle et l'intensité vaut 7,2 ampères. En régime nominal, le moteur consomme 2,5 ampères. Calculons la résistance interne du moteur. Donc, on sait que qu'en régime, que lorsque l'arbre moteur est bloqué, on a la tension du rotor qui vaut U égale 12 volts. Je le mets en rouge pour vous. Attendez. Voilà. La tension électromotrice. 2.E est égal à 0 volts, comme indiqué juste au-dessus. Et on sait également, qu'est-ce qu'on sait également? Que l'intensité vaut 7,2 ampères. 7,2 ampères. Voilà. Et ce qu'il nous faut, c'est simplement trouver R. On cherche R. 2 points. Donc on applique la formule qui est là. E est égal à U moins RI. E égale U moins RI. Ce qui signifie que R est égal à E moins U. Si vous avez du mal à voir, vous me dites, hein. Je vais essayer de zoomer un peu plus. E moins U divisé par moins I. Et ça nous donne quoi? 0 moins 12 volts divisé par 7,2 ampères. Et ce qui nous donne, tout le monde, 1,67 ohms. Je te fais confiance, je ne vais pas faire le calcul. Ça me paraît correct. Et voilà, on a R. Ensuite, calculer la force électromotrice du moteur lorsqu'il fonctionne en régime nominal. Donc cette fois-ci, en fait, on doit reprendre grossièrement la même, comment dire,
le même comportement, à ceci près que cette fois-ci, on ne cherche pas R, vu qu'on l'a déjà, mais on va chercher E. Copier, coller. Après ces exercices-là, je vous encourage de vraiment les faire par vous-même sans le corriger, hein, parce que vu qu'il y a un paquet de, comment dire, de valeurs dans tous les sens, ça vous entraîne bien en fait à chercher efficacement les valeurs, que ce soit pour le bac si vous avez le bac, que ce soit pour les épreuves qu'il y aura à l'université. Donc, on sait cette fois-ci que lorsque la moteur, que lorsqu'on est en régime nominal, cette fois-ci, on va changer de régime. On sait qu'en régime nominal, qu'est-ce qu'on a? Tension rotor, ça ne change pas, elle reste constante. Tension électromotrice, ça c'est ce qu'on cherche. Cependant, on a la résistance. Résistance rotor. Deux points. R est égal à 1,67 ohms. Et l'intensité rotor, elle, a changé et passe de 7,2 ampères à 2,5 ampères. Donc cette fois-ci, on cherche E. E est égal à U moins RI, ce qui vaut 12 volts moins 2,5 ampères fois 1,67 ohms. Et ça vaut combien ça? 7,83. Et quoi comme unité? Faut jamais oublier l'unité. Volt. Très bien. Ici, certes, on l'appelle force électromotrice, hein, mais pensez bien que dans ce cas particulier, la force électromotrice est une tension. Faites un bilan de puissance dans les deux cas. On suppose les pertes constantes à 2 watts. Ça aussi, c'est assez simple à faire. Il suffit simplement de copier. Il n'y en a pas là? Il suffit simplement en fait de copier comment ça s'appelle? Un arbre de puissance. Je vais le prendre ailleurs. En espérant qu'il y en a un là. Il y en a un là. Tiens, maintenant ça apparaît. Ok, je vais pas chercher à comprendre. Enfin bref, ça on l'avait déjà un petit peu fait ensemble. Donc on va le commenter un petit peu, d'accord? Après, si vous voulez que je refasse ces calculs entièrement, vous me dites, hein. Donc là, on est dans le cas régime rotor bloqué, d'accord? On est dans le cas régime rotor bloqué. Pour rappel, comme on a des aimants permanents, il n'y a pas d'inducteur, donc cette partie-là est forcément nulle, et cette partie-là est égale à celle-ci, d'accord? Donc ici, le calcul est simple. UI plus U2, I2. Cette partie-là est nulle parce qu'il n'y a pas d'inducteur. U et I, on les connaît en rotor bloqué, c'est 12 volts et 7,2 ampères, ce qui nous donne ceci en watts, 86,4. Et n'oublions pas que lorsqu'on est en arbre moteur bloqué, la force électromotrice est nulle. Donc si on doit calculer cette partie-là, c'est forcément E fois I. Donc 0 volts fois une valeur en ampères, c'est-à-dire 0 watts. En d'autres termes, tout ce qui est là doit forcément passer dans les pertes par effet Joule. Donc soit vous marquez directement ceci là, soit vous posez trop de questions, ou soit vous faites l'application RI carré, et là normalement vous devrez obtenir exactement la même valeur. Par contre, il y a quand même une question qui se pose. Ici, dans la consigne, on a dit on suppose des pertes à 2 watts. Pourquoi ici alors c'est marqué 0 watts selon vous? Voilà, très bien, parce qu'il n'y a pas de mouvement mécanique. Comme il n'y a pas de puissance transmise par la force électromotrice, ben du coup, il ne peut pas y avoir de perte mécanique. Aussi simple que ça.
Et donc la puissance utile mécanique est de 0 watts. Cependant, retenez aussi une petite chose, hein. Supposons que comme de par hasard, ici là, on est 1,2 watts. Selon vous, ici on aurait quoi? Supposons comme de par hasard qu'on ait ici 1,2 watts. Ici on aurait quoi? Très bien, 1,2. D'accord? En fait, comme on a une valeur qui est inférieure aux 2 watts, tout passe par les pertes entre guillemets constantes. On peut le voir comme ça par exemple. D'accord? Après, vous justifiez. Mais voilà. Sinon, en régime nominal, cette fois-ci, bon, la partie inducteur reste toujours nulle. La puissance absorbée est donc égale à la puissance induite. Donc, cette partie-là est nulle pour rappel. U fois I, 12 volts fois 2,5 ampères, parce qu'on est bien en régime ici nominal. Donc, on a 30 watts. Puissance induite, 30 watts. Perte par effet Joule, lorsqu'on fait le calcul, grâce aux valeurs qu'on a trouvées dans l'équation précédente, on obtient 10 watts. Par la suite, on a la force électromotrice, puis les pertes constantes, puis la puissance utile mécanique. Puissance électromotrice, 30 watts moins ces 10 watts des pertes par effet Joule, ce qui nous donne grossièrement 20 watts. Puis perte constante, moins 2 watts, donc on obtient puissance utile mécanique, grossièrement 17-18 watts. Et voilà. Cette partie-là était relativement simple, hein, vous remarquerez. Par contre, il y a aussi un autre truc qui devrait peut-être vous choquer. Qu'est-ce que vous remarquez pour la puissance, pour la différence de puissance entre la puissance absorbée et la puissance, voilà, entre la puissance absorbée pour le régime rotor bloqué et la puissance absorbée pour le régime nominal? Qu'est-ce que vous remarquez entre les deux? Très bien, que le moteur consomme 2 voire 3 fois plus ici. Le rotor consomme beaucoup plus lorsqu'il est bloqué que lorsqu'il tourne. Donc selon vous, pourquoi c'est une mauvaise idée de bloquer un rotor en voyant ça? Très bien. Non seulement il va beaucoup consommer, il va consommer plus que la normale et ça va servir à rien, mais en plus, vous remarquerez que l'électronique, que les bobines qu'il y a dans le rotor vont commencer à fondre. En fait, dites-vous simplement que lorsqu'un ingénieur crée un moteur, il va le créer pour qu'il puisse tourner à peu près normalement. Il ne va pas créer un moteur dans le but qu'il soit bloqué. Désolé pour le bruit. Il ne va pas créer un rotor dans le but qu'il soit bloqué. Et donc, par conséquent, si le rotor est bloqué et qu'il y a 86 watts, ça veut dire qu'il faut dissiper toute cette énergie-là en chaleur. Or, comme le moteur n'a pas été designé pour dissiper autant d'énergie en chaleur, ce qui va se passer, en fait, c'est que la protection autour des bobines vont fondre, les bobines elles-mêmes vont se mettre en court-circuit et les bobines vont par la suite fondre en consommant davantage d'énergie. Enfin bref, éviter de bloquer les moteurs, c'est pas bien. Ensuite, la partie 4, calculer le rendement dans les deux cas. Peut-on dire que le rendement est toujours constant? Donc, pour le rendement rotor bloqué, c'est super simple. Dans tous les cas, c'est super simple. Vous faites puissance utile divisé par puissance absorbée. Donc, dans le premier cas, le régime, enfin, le rendement, c'est 0%. Dans le second cas, le rendement, c'est 60%. Ni plus ni moins. D'accord? Et ici, cette question-là, en fait, je vous l'avais mise parce que j'ai remarqué quelque chose qui m'avait un peu choqué dans les classes préparatoires. C'est-à-dire que j'avais vu en fait que vos camarades en prépa faisaient des projets, par exemple avec des moteurs, et qu'ils avaient considéré que le rendement était toujours constant sur le moteur, alors que le moteur ne tournait quasiment jamais à la même vitesse. Parfois, le moteur tournait 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, ou carrément était bloqué. Donc, du coup, j'ai mis cette question-là pour vous faire prendre conscience que le rendement moteur n'est jamais constant. Même si on peut le considérer comme étant constant dans des cas particuliers, vous voyez bien que si le rotor est bloqué, ben, le rendement est nul, alors que si le rotor tourne,
En régime nominal, je tiens à le souligner, il est à 59%. Et d'ailleurs, considérez que de manière générale, hein, quand on parle de régime nominal, c'est le régime pour lequel le moteur a le meilleur rendement sous la tension de fonctionnement qu'on lui attribue. D'accord? De manière générale, régime nominal est égal à meilleur rendement sur une tension qui a été fixée à l'avance. Ensuite, la question numéro 5. Quel est le rapport entre l'énergie perdue si le rotor est bloqué et celle perdue en régime permanent? Alors, ici, c'est relativement simple, hein. D'ailleurs, j'ai même pu marquer U d'énergie puissance pour vous simplifier la tâche. En fait, voici ce que j'ai fait, simplement. En gros, ce qu'il te faut voir, c'est d'un côté quelles sont les pertes énergétiques que tu as dans le premier cas et quelles sont les pertes dans le second cas. Je vais essayer de le dire autrement. Ici, par exemple, quand on est en régime rotor bloqué, on consomme 86 watts, mais on récupère 0 watts. Donc les pertes sont bien de 86 watts. En régime nominal, on envoie 30 watts et on en récupère 17. Donc les pertes sont grossièrement ici de 13 watts. D'accord? Et c'est le calcul qu'il fallait faire, c'était simplement les pertes rotor bloquées sur les pertes régime nominal. Donc nos fameux 86 watts divisé par nos fameux 13 watts. Ce qui nous donne 7 pour eux. On perd donc 7 fois plus d'énergie à l'arrêt qu'au mouvement. C'était simplement ça. En fait, ça, c'est le genre de questions auxquelles vous devez être préparé, que ce soit pour le bac ou autre. Parce que pensez bien qu'il n'y aura pas dans le cours tout ce qu'il vous faudra pour le bac. Pensez-le, et ça, c'est très clair. Par exemple, je vous avais montré des petits calculs là par rapport aux batteries et tout. Quand ces calculs-là étaient tombés dans le bac que j'ai eu à votre âge, elles n'y étaient pas dans mon cours, le cours que j'avais à votre âge. J'ai dû deviner moi-même la formule pour pouvoir déterminer moi-même la solution. Mais dites-vous bien qu'il y a parfois des petites questions comme ça qui apparaissent, qui n'ont pas forcément, comment dire, de calcul ou de relation que vous connaissez de base, mais il va vous falloir malgré tout trouver une relation. Un calcul, une solution. Cependant, aussi, un élément qui peut vous troubler, c'est vraiment le terme ici, énergie. Parce que là, on calcule quoi là, ici, là? On calcule des puissances, vous êtes d'accord? On calcule des puissances et pas de l'énergie. Or, pourtant, en haut, je parle bien d'énergie. Pourquoi ici, ce n'est pas important d'utiliser énergie plutôt que puissance? Pardon, et puissance plutôt qu'énergie, je veux dire. Vas-y. Non, je m'étais trompé. Pourquoi ici, ce n'est pas important d'utiliser la puissance plutôt que l'énergie? Ok. En fait, ici, là, le calcul que j'ai fait, c'est par rapport à des puissances. Sauf que là, je parle d'énergie. Pourquoi ici? Comment? Ben si, on peut la calculer. Tu aurais très bien pu te dire, on considère le moteur en fonctionnement pendant 1 heure, et donc tu calcules les pertes énergétiques sur 1 heure. Que ce soit pour le rotor bloqué ou pour le rotor, entre guillemets, en régime nominal. Mais pourquoi ici, ce n'est pas forcément important? En fait, parce que dans les deux cas, si on dit qu'on lance la machine pendant 1 heure, on la lance pendant 1 heure, que ce soit en haut ou en bas. Si tu préfères, c'est comme si je disais en haut, je fais fois 1 heure, en bas, je fais fois 1 heure. Est-ce que ça change quelque chose? Voilà. Il faut aussi que vous appreniez à avoir des petits raccourcis comme ça, à terme. Mais ne vous en faites pas, ça viendra petit à petit, hein. Que pouvez-vous en déduire lorsqu'on bloque un arbre moteur? Donc ça, en fait, c'est une question qui était directement liée soit à celle-ci
ou soit carrément aux tout premières. On ne peut pas la fumer sans expérience, mais bloquer un moteur, le maintenir, etc. peut grandement augmenter les pertes énergétiques. Voilà. Donc ici, en fait, c'était juste une question bateau pour vous rapporter des points, hein. D'accord? Quand vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à y répondre, même si vous n'avez pas fait les calculs qu'il y avait auparavant. Après, c'est vrai que c'est un peu toujours énervant de lire, en tant que professeur, de lire, comment dire, des morceaux de réponse, mais bon, au moins ça vous rapporte des points, donc pour vous, c'est essentiel. Voilà, donc cet exercice 5 est terminé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice?